La CAN, c'est chez nous. C'était à l'instant Petit Yodé et l'enfant Siro en featuring avec Abomey, l'éléphant. Le titre, c'était La CAN, c'est chez nous. Alors, de retour dans ce studio pour entrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai annoncé en introduction, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Chérif Montchémois. Bonsoir, Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir Roland, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, vous savez. Plaisir partagé Gildas. Merci alors d'être des nôtres aujourd'hui. L'autre invité là pour nous, Roland Bédier, fan du Real de Madrid. Bonsoir Roland. Bonsoir Gildas, bonsoir Chérif et bonsoir aux amoureux du Curon. Aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, c'est officiel, Mbappé est officiellement joueur du Real de Madrid. Oui, c'est une fierté parce que quand vous avez cette star dans l'équipe du Real, je pense que c'est un de plus, c'est un effort et puis il va forcément apporter un de plus à cette équipe. On l'espère avec ce nombre pléthorique de stars au Real de Madrid. On espère que Carlo Ancelotti, donc Carlo pourra les manager. Alors, chers téléspectateurs, je disais tantôt, nous entrons dans le vif du sujet de cette émission. Alors, la première question, je m'en vais vous la poser, Roland Bédier. C'est pas une question, c'est vous demander de faire le bilan de cette Super Ligue Pro qui est à son thème avec un Coton qui a été sacré champion. Qu'est-ce qui vous a marqué, voilà, dans cette Super Ligue Pro? Bon, je dis félicitations à cette fédération de football, parlant du côté organisationnel, parce qu'il faut parler de la forme et du fond. Parlant de la forme, il y a assez de régularité depuis, il me semble, 3 années. Je pense que le championnat régulier, il y a d'abord la phase zonale et la Super Ligue Pro. Donc je pense qu'à chaque jour, et joueurs, et coach, et comment dire, arbitre et officiel, tout le monde sait aujourd'hui que bon, c'est tel jour, on doit jouer le match, c'est programmé. Donc il y a cette régularité. Il n'y a pas une situation qui bouleverse les dates. Donc je pense que c'est une régularité. Ça, je donne un carton fait à la Fédération de football. Tout le monde sait aujourd'hui que bon, il y a cette régularité, il n'y a pas de situation. Je salue la Fédération de football du Bénin, et par le biais aussi du ministère des Sports qui a mis véritablement les petits plats dans les grands pour qu'on ait ça. Maintenant, parlant de... Parce qu'avant, il y avait cette situation où les supporters peuvent facilement porter la main sur les arbitres pour des fautes, vous savez, tout ça là. Aujourd'hui, quand ces situations se produisent, c'est sûr que vous serez pénalisé, vous serez sanctionné. C'est des sanctions lourdes. Donc aujourd'hui, tout Béninois, tout supporter béninois sait aujourd'hui que, bon, sur ce plan-là, c'est réglé. Il y a le comité de truc là, il y a un comité au niveau de la fédération qui sanctionne. Maintenant, parlant du fond, nous avions parlé de Super Ligue Pro. Super, ça veut dire quoi? Super, comme son nom le dit. Donc, il y a aussi professionnel, pro-professionnel. Donc, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement la Super Ligue Pro? Je me pose cette question. En tout cas, à mon avis, je ne vois pas encore aujourd'hui cette Super Ligue Pro au Bénin. Je ne sais pas si le nom nous trompe ou bien le nom est écrit sur papier. C'est pour dire quoi? Vous savez, au sein des clubs béninois, normalement, à la fin d'une saison, nous devons avoir une cargaison de joueurs s'envoler normalement. Pas forcément en Europe, mais dans d'autres clubs. Quand je joue par exemple aujourd'hui, Buff des Borgou. L'année prochaine, je dois jouer Coton. Et de Coton, je dois jouer quoi? Bon, des clubs, d'autres trucs là, des clubs un peu plus haut, au haut niveau, plus que les nôtres. Ce qu'on ne connaît pas. Je me demande cette année, nous sommes à la fin du championnat. Vous êtes en train de dire par là que c'est un championnat qui n'est pas du tout productif. Pas professionnel. Parce que quand nous finissons, il y a une visibilité, il y a des recruteurs qui savent déjà que bon, il y a tel joueur, mais la main sur tel joueur, on sait que ce joueur a donné une performance, comment dire, super. Donc ce joueur peut s'envoler, il peut avoir des clubs, des meilleurs clubs. Aujourd'hui, combien de joueurs béninois qui ont joué dans Coton, dans l'Autopopo, dans Bidevogou, va s'envoler aujourd'hui? Point de relation. Donc, en réalité, selon moi, les joueurs ne s'envolent pas. Les joueurs ne changent pas de club. Et le pire est que quand tu quittes Coton, bizarrement, tu te retrouves à comment dire, un club de bas niveau.
dans le même championnat. Donc en cela, je ne vois pas encore une Super Ligue Pro. Si c'est vraiment une Super Ligue Pro, super et professionnel, à chaque fin de saison, nos joueurs doivent changer de club. Et quel genre de club? Des clubs meilleurs. Il ne faut pas quitter Coton pour te retrouver dans un club de la 3e division. Donc en cela, moi je ne vois pas encore la Super Ligue Pro. Il faut que la fédération rentre en ligne, comment dire, dans la même longueur d'onde que les clubs. Il faut avoir une visibilité parce que vous suivez des clubs à hauteur de 60 millions par saison. Et vous n'avez pas une visibilité. Vous ne faites aucun contrôle sur les trucs là, sur les clubs. Je me demande aujourd'hui, à quelle sorte sont livrés ces joueurs-là? Quel est leur contrat? Nous allons revenir là-dessus. La même question, je vais vous la poser, Chérif Montchéoua. La saison, la Super League Pro est terminée avec Coton, qui a fini sacré champion 2023-2024. Alors, quel bilan vous faites de cette Super League Pro, que ce soit positif ou négatif? Ouais, mais personnellement, j'en ferai de ce championnat un bilan assez mitigé. C'est mitigé parce que on a eu la bonne nouvelle, c'est d'abord la régularité dont Roland vient de parler. La bonne nouvelle, c'est d'avoir un championnat régulier, c'est-à-dire qu'on a des clubs aujourd'hui qui savent l'enjeu. Ils savent que chaque année, il doit avoir un championnat qui se déroule normalement. Et les gros, quand même, répondent présent, ils mettent les moyens qu'il faut pour s'adapter à la situation. Après, du côté organisationnel, tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose parce que on voit parfois des joueurs évoluer sur les aires de jeu qui ne sont pas conformes aux réalités. C'est-à-dire que les terrains sont ambigus, des difficultés à jouer proprement sur les aires de jeu. Parfois, quand je fais des déplacements à René-Pleven, c'est de la déception parce que là, c'est des pelouses sur lesquelles on reçoit. Même quand vous faites un saut à l'université d'Abomey-Calavi, n'en parlons même pas. C'est des vieux gazons de très longue date lors de la présidence de Boni-Yahi qui n'ont pas été rénovés, il n'y a rien de concret n'a été fait parce que pour des matchs donnés, il faut normalement que chaque club ait les moyens qu'il faut pour avoir son stade qu'il faut. Ce n'est pas véritablement ce qu'on constate. Les clubs sont obligés de négocier des matchs donnés en faisant de longs déplacements, même si on a mis en place un système de championnat un petit peu zonal, ce n'est pas encore ça la chose. Après, il y a tellement de zones d'ombre sur lesquelles on peut revenir. La police républicaine qui vient pas forcément en nombre, ça pose des problèmes d'insécurité par moment. C'est vrai que on voit quelques distances qui séparent des joueurs aux spectateurs, mais attention, quand certains spectateurs se déchaînent, c'est n'importe quoi. Il y a parfois des retards qu'il faut signaler, la police qui est parfois en retard, des commissaires au match qui font n'importe quoi. On a eu la chance de suivre un match en déplacement à Cassato ou au Requin de l'Atlantique. On a eu des commissaires au match qui prennent des positions dans des matchs donnés. Il faut se rappeler de ces choses-là, qu'il faut essayer de corriger davantage pour que la saison prochaine, ces situations ne se reproduisent plus. Voilà, donc globalement, ouais, on a eu un championnat. Donc, qui n'a pas connu d'arrêt. Bah, voilà, qui n'a pas connu d'arrêt. Donc après, l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on veut voir un championnat encore plus attractif, beaucoup plus compétitif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément voir une équipe qui veut forcément dicter sa loi, comme depuis 3 ans, Coton qui impose sa marque depuis des années. On aurait quand même pu voir Dadier ou Loto quand même s'emparer du titre cette année. Mais après, Coton qui a pris du temps à prendre les choses en main. Et dès que ils ont pris les choses en main, la récréation était terminée. On veut revoir un championnat beaucoup plus compétitif, beaucoup plus attractif et compétitif. Voilà. Et Roland disait quelque chose tout à l'heure. Il parlait d'un championnat qui ne fait vraiment pas la promotion. Je ne sais pas si vous partagez son avis. Pour résumer, il parlait d'un championnat qui ne fait vraiment pas la promotion des joueurs qui évoluent dans ce championnat-là. Parce que c'est vrai, ça ne sert à rien de prendre part à un championnat où sur un match, il n'y a même pas un recruteur d'un club peut-être ivoirien ou ghanéen ou burkinabé ou français, voilà, venir suivre un match, espérer repartir, oui, espérer piocher un joueur. Oui, mais ça, c'est un problème de longue date. C'est-à-dire que cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le champion de cette année que ces problèmes sont nés. C'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont nés depuis très longtemps. Le Bénin, d'ailleurs, le football béninois, d'ailleurs, n'est pas connu de l'actualité internationale. C'est-à-dire que les recruteurs sont absents.
ça manque d'engouement, comme ça attire moins d'investisseurs, voilà. Donc, sur le point où je ne rejoins pas forcément Roland, c'est le point où il parle des transferts des joueurs. Il a dit que les joueurs ont l'obligation d'évoluer dans des grands clubs. C'est-à-dire que quand vous voulez quitter peut-être Sitatunga, il faut que la prochaine destination soit Coton. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur ce point. Parce que là, ça dépend du niveau du joueur, en fait. Ça dépend du niveau du joueur et de l'attractivité de son agent du joueur, en fait. Parce que là, même sur la scène internationale, on voit des joueurs qui quittent le Bayern Munich et qui atterrissent au RC Lens. Ça, c'est du point de vue général. Donc après, le joueur doit avoir un niveau cohérent, il doit être beaucoup plus attractif, beaucoup plus séduisant sur l'aire de jeu pour permettre à de grands clubs de s'intéresser à lui. Parce que si tu n'es pas compétitif sur l'aire de jeu et tu joues peut-être à Sitatunga ou peut-être tu joues à Dadja FC, tu ne vas pas forcément t'intéresser à un critère de Coton FC. Voilà, donc, en termes de recrutement, le problème se pose plutôt au niveau des joueurs et non au côté organisationnel. Voilà. Alors, parlant toujours de cette Super League Pro, avant qu'on ne ferme cette page-là, nous allons parler à présent du cas de l'arbitrage durant cette saison. C'est vrai qu'il y a eu souvent de petites polémiques, mais on peut dire que côté arbitrage, la fédération a haussé le niveau des arbitres et ils ont vraiment été un tant soit peu à la hauteur de ce championnat-là. Roland. Je dis visiblement oui, parce qu'il y avait un problème en temps où les arbitres réclamaient un salaire mensuel, tous ces problèmes-là. Donc je pense qu'à l'entame de la saison, donc je pense que ce problème est forcément réglé, parce que, je viens de le dire, les arbitres sont au point, sont présents sur les matchs, donc on les voit déjà. Je pense que quelque chose est forcément réglé. D'ailleurs, même la tête a été changée, la tête du comité qui gère tout ce qui concerne les arbitres a été changé. Donc, le président, je l'ai suivi en tant qu'il avait promis des choses. Même, vous savez que même pour les matchs, là, les arbitres vont le même jour. Ce problème a été réglé parce que, oui, ils vont un jour avant le match s'enquérir du terrain. Et puis, entre eux, ils se communiquent pour avoir, comment dirige le même, le même profil. Donc, je pense que ce problème est réglé. Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait au sein des arbitres. Côté, toujours, je parle côté organisationnel. Maintenant, dans le match, je parle de leurs prestations. Ça reste à désirer. On dit, si, comment dire, ça reste à faire, ça veut dire que rien n'est fait. Donc, il va falloir que les formations, que la fédération organise des formations au sein de ces arbitres pour que nous ayons, pour des championnats, pour des saisons prochaines, des arbitres qui performants et qui donnent véritablement, qui arbitrent des matchs sans polémique. Parce que vous savez, quand vous arbitrez des matchs à polémique, ça entache votre réputation. Et non seulement ça, c'est ça qui fait soulever le public, vrai ou faux. Donc, il faut que l'arbitre soit à la hauteur. Sous tous les cieux qu'on a des matchs à polémique où c'est parce qu'ailleurs c'est beaucoup plus structuré, où on ne peut pas porter atteinte à la vie de l'arbitre. Mais au Bénin, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas ce truc-là, c'est les supporters qui ont cette mentalité. Pour eux, quand l'arbitre commet une erreur, bon, on est prêt à se monter sur lui, on est prêt à porter la main sur lui. C'est ça. Donc, il faut le temps pour habituer le public béninois. L'arbitre est le seul maître du terrain. En tout cas, moi, à mon humble avis, je pense que les arbitres ont fait un gros effort. Cette saison, ils n'ont pas été du tout décevants durant cette saison et je pense que c'est à leur actif et je pense que la saison prochaine, ils vont essayer de hausser le niveau. Alors, Chérif Montchenwa, avec vous, ça sera beaucoup plus question de la compétition zonale parce qu'il y a des joueurs qui se plaignent, qui disent que ça fait déjà beaucoup de matchs, encore que quand il y a tous ces matchs-là, la subvention ne suffit pas. Du coup, il y a des joueurs qui restent 3 mois, 4 mois sans salaire. Le coach de Coton a évoqué cela. Et du coup, on se dit pourquoi ne pas reprendre avec le système championnat de première division, deuxième division et troisième division. Le problème du système zonal, c'est un problème qui date
depuis très longtemps. C'est-à-dire que les clubs, etc., les stades se plaignent souvent de cette organisation. Mais après, est-ce qu'ils ont encore ces moyens qu'il faut pour en faire un championnat à sens unique? C'est-à-dire que quitter Parapou pour Cotonou, quitter Nati Tengu pour Sabalou, etc., les dépenses sont assez lourdes, les investissements, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Mais ça revient au même. Vous finissez la phase zonale. Si vous vous retrouvez en Super League Pro, si vous êtes à Nati Tengu, vous allez vous rendre à Cotonou pour jouer à Cotonou. Ça fait 4 journées. On est d'accord. Ajouté aux 16 journées de la phase zonale, ça revient au même. On est d'accord, mais après, quand vous voyez la Super League Pro, quand vous voyez l'investissement dont vous parlez tout à l'heure, les déplacements là, après vous allez voir des équipes quand même qui ont la chance de discuter la Super League Pro. C'est-à-dire que on va combiner ceux de la deuxième division à ceux de la première division qui vont discuter ensemble un match de la Ligue Pro d'abord. C'est-à-dire que si Tatunga aujourd'hui, qui a eu la chance de se qualifier pour la Ligue Pro, a la chance de véritablement mouiller le maillot, de tirer son épingle du jeu et d'avoir la chance d'aller discuter la Super League Pro. C'est-à-dire que les intentions qu'ils ont, ces autorités-là, en mettant en place la Ligue Pro zonale, c'est d'avoir un championnat beaucoup plus attractif, beaucoup plus compétitif pour permettre aux équipes de second plan de véritablement se battre pour être au top et pourquoi pas quand même surpasser les gros qu'on supposerait jouer la Super League Pro. Voilà. Ils sont dans une intention de compétitivité. C'est ça qui les oblige quand même à mettre en place un système de jeu un petit peu zonal, qui aujourd'hui fait beaucoup de polémiques. J'espère que peut-être cette année sera la dernière, ou pratiquement peut-être la saison prochaine. On va renouer avec cette compétition zonale là, avant de retrouver la Super League Pro. On espère que ça sera la dernière édition. Et alors, chers téléspectateurs, voici pour ce que nous pouvons dire du bilan de cette Super League Pro. Retenez simplement que Coton FC de Ouidah a été sacré champion cette saison et c'est là pour la 3e fois d'affilée. Quels sont alors, puisque le championnat est terminé, quels sorts sont réservés aux joueurs qui désormais sont en vacances et ils sont livrés à eux-mêmes? Alors, à quel sort ils sont voués? Nous allons, avant de nous prononcer là-dessus, chers confrères, écouter un petit extrait des propos du coach de Coton de Ouidah, Victor Vonka, qui s'est confié au micro de nos confrères de la télévision nationale. Il y a pour moi, naturellement, depuis ces 3 ans, un problème pour notre équipe, pour nous, c'est qu'on se prépare. Vous voyez, là, on vient de finir. Dans 3 semaines, on recommence l'entraînement. Et donc, on se prépare pour la Champions League. Et malheureusement pour nous, on fait les 2 tours. On fait le tour préliminaire, on se fait éliminer. Et derrière, on ne sait pas quand est-ce va recommencer le championnat. Donc, il peut se passer entre septembre et le début du championnat, peut-être 2 mois. Et donc, comme on ne sait pas, on reste toujours dans le rythme, on essaye. Et donc, les joueurs, ils sont au quotidien à l'entraînement et ils ne voient rien au bout de l'allée. Donc, de les maintenir tout le temps dans le tempo, c'est pas facile. Et donc, on s'entraîne, on fait des matchs amicaux, voilà. Et quand le début du championnat arrive, nous, on est déjà sur les terrains depuis pratiquement 3 mois, 3 mois et demi, sans compétition. Et arrive ce que je vous ai expliqué, on joue contre Coton, il faut être là. Donc la première partie a été aussi un peu difficile aussi pour nous. À un moment donné, on était, je crois, 6e ou 7e sur 9. On était en grande difficulté, mais ce qu'il y a de bien dans mon équipe, c'est qu'on a des joueurs qui sont, sur le plan mental, sont forts et ils sont, je dirais, ils veulent montrer l'exemple. Voilà, Victor Vonka qui a essayé d'expliquer un peu pourquoi cette saison Coton a eu du mal à reprendre. Voilà, quand c'est la fin du championnat, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. C'est vrai que Coton, cette année, a joué le barrage, hein, c'est ça, non? Ou bien les phases éliminatoires de la Champions League.
Voilà, Ouais, le premier tour éliminatoire. Premier Voilà, tour et donc du second coup, tour. ils ont eu la chance de s'entraîner, mais sans compétition. Il y a certains joueurs qui venaient, il y en a qui ne venaient pas. Voilà, du coup, ça a pesé sur Coton cette saison. Alors, c'est la question que je m'en vais vous poser. D'abord, je vais la poser à Roland Bédier très rapidement. Quand le championnat finit comme ça, encore quand on apprend que les joueurs, souvent, dans la plupart des clubs de ce championnat, ont des contrats qui couvrent seulement la durée du championnat. Après, quand ce sont les vacances, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de salaire. Du coup, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent passer de nuit en boîte de nuit, chercher des femmes comme ils veulent. Et c'est quand le championnat reprend qu'on leur fait appel pour leur signer un contrat. Est-ce que vous pensez que cet état de choses-là pourrait vraiment avantager ces joueurs-là qui ont choisi d'embrasser le football comme métier? C'est dommage. Et vous et moi, vous voyez là où se situe le problème. Quand vous donnez, bon, vous signez des contrats qui couvrent la saison, uniquement la saison, parce que la saison commence quand? Septembre ou octobre. Ça finit rigoureusement en mai. Donc, en réalité, c'est des contrats de 10 mois. Les mois qui restent, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Ils ne sont pas payés. Cela veut dire quoi? Qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et vous savez, même le contrat qu'on signe à ces joueurs-là, c'est combien de trucs là, des centaines de mille? Je ne sais pas, je ne suis pas dans ces secrets-là pour le dire sur ce plateau. Mais c'est vraiment, c'est malheureux. Voyez un peu. Nous parlons de Super League Pro, où nous signons des contrats qui limitent justement, comment dirais-je, la saison. Et le reste, ça veut dire que vous livrez. Moi, je me demande comment ils arrivent même à recruter les joueurs. Parce qu'il faut que le joueur soit performant. Oui, il peut être performant au cours de la saison. Mais le mois qui reste, les 4 mois ou bien 5 mois où ils sont livrés à eux-mêmes, où certains peuvent dire, bon, je n'ai plus d'argent, je ne perçois plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se livrer, il faut se retrouver dans un cabaret pour aider, pour trouver de l'argent. Donc, moi, je me pose assez de questions. Et si c'est que ce cas-là, moi, c'est cette année, moi, je viens d'apprendre ça. Si ce cas-là continue, ça veut dire que nos joueurs sont ce qu'ils sont. Parce qu'un joueur qui, dans les vacances... On ne peut pas leur demander plus si on ne les met pas dans de bonnes conditions. Parce que c'est des joueurs qui doivent être sous contrat. Voilà un peu. Et comme ça, d'ailleurs, même cet argent peut leur permettre aussi d'avoir leur coach propre qui va travailler avec eux pendant les vacances. Il y a des joueurs en Europe, vous le voyez, il y a des joueurs qui s'envolent dans les pays comme l'Espagne. J'ai vu la fois dernière, l'autre là, Sadio Mané, qui s'est retrouvé avec l'un des nôtres là, Désiré Adampo, en Espagne. Ils ont leur propre entraîneur. Ils ont travaillé pendant toutes ces vacances à voir un peu au Bénin. Où est-ce qu'on aura ça? On n'aura pas ça. Maintenant, si ces conditions, nos joueurs sont dans ces conditions, nous ne pouvons pas attendre des performances plus mieux que cela, non? Et même si c'est un club comme Coton, je prends l'exemple d'un Coton, parce que aujourd'hui c'est le meilleur club du Bénin, qui livre ses joueurs comme ça, et à l'orée de la saison, à l'entente de la saison, reprend avec ces joueurs-là. Je pense qu'ils sont dans de vrais problèmes. Hein. En tout cas, selon moi. Donc, il va falloir que si nous parlons véritablement de la Super League Pro, il faut que ces points soient réglés. Et ça revient à la fédération béninoise de football, qui a sa mainmise, qui a les yeux fixés sur ces clubs-là. Parce que ces clubs-là travaillent en collaboration directe avec la fédération béninoise de football. Donc, il faut que ces points soient réglés, sinon, vous livrez les joueurs, vous les laissez, ils sont livrés à eux-mêmes, vous reprenez avec eux encore à l'entame on n'aura jamais des joueurs parce que quand nous organisons des championnats, c'est que nous voulons des pépites pour pouvoir renforcer l'équipe nationale. Donc nous avons des problèmes. La même question pour vous, Chérif Moutienwa. 10 mois de contrat et pendant ces 10 mois-là, à peine les joueurs ont 6 mois de salaire, hein, puisque à la fin du championnat, on a entendu certains joueurs qui disent, bon, je n'ai pas encore reçu, on me doit 3 mois de salaire, 4 mois de salaire. Est-ce que vous pensez que ces situations-là pourraient vraiment aider les joueurs hein, à être vraiment performants et à rehausser le niveau de notre championnat béninois? Non, mais là, c'est dommage, c'est décevant et ça ternit complètement l'image du football béninois. Et c'est un problème qui date depuis très longtemps, auquel la situation, les autorités ministérielles du sport et autres n'ont pas su trouver de solution. Parce que vous parlez de contrat, mais quel genre de contrat? 6 mois, oui, mais quel genre de contrat? Quel genre de montant? On sait que les clubs n'ont pas les mêmes moyens, les clubs
les moyens, il y en a d'autres clubs qui en ont, il y en a d'autres qui n'en ont pas, clairement. Et quand tu ne paies pas ton joueur aux normes qu'il faut, allez faire des investigations, vous allez peut-être voir des joueurs qui sont payés au SMIC, vous allez voir peut-être des joueurs qui sont payés moins du SMIC, et ça pose un véritable problème. Et là, quand tu recrutes un joueur et que tu ne lui payes pas à les normes qu'il faut, est-ce que tu peux être exigeant pendant les vacances? Si tu ne lui donnes pas le contrat adéquat qu'il faut, est-ce que tu peux avoir la possibilité de t'imposer à lui en termes de préparation, de conditions? Non, tu le laisses. Et puis hop, le mec il s'en va jouer des tournois de quartier, des tournois de petits camps. Ça pose un véritable problème. Un joueur qui est sous contrat, on peut pas aller voir dans les... On peut comprendre que c'est ce qu'il s'est fait, qu'il est en train de faire pendant ses vacances. Et ceux-là qui se transforment en 10 jokers dans les VIP, ceux-là qui sont en train de laver des véhicules dans les lavages. S'il y avait un contrat en bonne et due forme, où le joueur peut être payé dans les normes qu'il faut, on ne peut pas lui laisser partir, aller jouer un tournoi de petit camp. Quand tu joues un tournoi de petit camp du quartier, et que quand tu te blesses, ton sort sera fixé à qui? C'est là le véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, si les conditions sont réunies, on doit pouvoir avoir des nouvelles des joueurs de pré-saison et de la saison. Quand les moyens n'y sont pas, on les laisse les joueurs. En tout cas, nous sommes dans un championnat un peu bizarre parce que je sais pas si c'est avec Roland, on a été témoin d'un fait. On n'allons pas appeler le nom du joueur ni le nom du club qui n'a pas joué parce qu'il était malade. Il avait des problèmes de digestion, mais qui n'avait pas joué. Mais quand nous on a fini le reportage sur ce match et on rentrait, on a vu ce même joueur là en train d'acheter n'importe quoi au bord de la voie pour manger. Donc du coup, s'il n'y a pas de suivi, vous voyez et qu'il n'y a pas vraiment de salaire en bonne et due forme, les joueurs ils sont livrés seulement à eux-mêmes et ils font du n'importe quoi. Et quand dans ces conditions là, on aura du mal à avoir un championnat digne du nom. Et cela nous amène à poser encore une autre question. Quelle sera alors la performance de nos représentants durant ces compétitions CAF à venir? Je veux dire, la Champions League, la Ligue des champions africaine, voilà, puisque Coton sera le représentant du Bénin. Coton va devoir prendre part les tours qualificatifs, voilà, les préliminaires de cette compétition-là. Est-ce que vous pensez, c'est vrai que Coton est déjà un habitué à un peu l'expérience de cette compétition-là, mais est-ce que vous pensez, avec tous ces problèmes, tous ces mots que nous venons d'évoquer, vous pensez qu'ils ont une chance de vraiment performer quand on pense que de l'autre côté, il y a des clubs comme ASEC Mimosa d'Abidjan, comme il y a des clubs comme l'Espérance de Tunis, comme des clubs comme Al Ahly, voilà. Est-ce que vous pensez que Coton a vraiment la chance? Non, déjà, en termes, il faut parler. Coton n'a pas l'expérience de cette compétition, non? Non, bon, je vais parler de leur participation, bon, voilà, pour les qu'ils connaissent, voilà, où ils viennent de... Contrairement à Dadjer. À Dadjer ou bien, bon, d'autres clubs. Dadjer, ça sera la Coupe de la Confédération. Bien sûr. Donc, Coton vient de jouer successivement 2 fois contre ASEC Mimosa pour les tours préliminaires. Et ils ont été éliminés par le même club, ASEC Mimosa, pour la première fois, la deuxième fois. Pour la troisième fois, bon, on prie pour que Coton n'affronte pas forcément ASEC Mimosa, que ce soit autre club. Maintenant, le problème est que, le coach vient de faire sortir véritablement ce qui est à l'origine de la contre-performance des joueurs. Est-ce que cette année, ils vont revoir les choses? On reste, comment dire, positif pour dire qu'il faudrait que cette année, nous rencontrons autre club, parce que Coton représente tout le Bénin. Okay. Nous rencontrons autre club et qui performe pour cette année. Voilà, très rapidement, Chérif, sur la participation de nos ambassadeurs dans ces compétitions africaines. Oui, mais c'est là où on les attend en fait. Quand tu es Coton et que tu te fais, tu emportes le titre au niveau du Bénin 3 fois de façon consécutive, il faut que tu sois capable quand même de sortir de ton ombre face aux grandes équipes. Même quand on parle des phases préliminaires, il ne s'agit pas forcément de grandes équipes, parce qu'à des moments donnés, on a vu les clubs comme Buffle du Bogou qui se sont fait laminer contre les clubs de Mauritanie, les clubs de je ne sais quoi, des pays qui... Une chose est sûre, cela interpelle le niveau du championnat béninois. Oui, cela interpelle le niveau du championnat béninois, on est d'accord.
Coton, dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'ils ont le potentiel nécessaire quand même pour mouiller le maillot face à des équipes à de niveaux très moyens. Vous comprenez? De niveau très moyen. Si on joue des matchs peut-être contre Al-Hilal, encore que ceux-là ne jouent pas les préliminaires, voilà. Donc c'est un problème, un véritable problème auquel le coach Zunka devrait beaucoup travailler, parce que quand on prend les deux équipes qui sont qualifiées, Coton est la plus expérimentée. La JFC, on la voit moins présente sur des compétitions africaines. C'est vrai qu'entre-temps, on a eu Buffle du Borgou et Lotto, mais Dadje est moins expérimenté. J'attends cette équipe de Dadje sur des matchs donnés quand même pour pouvoir m'investiguer là-dessus. Mais Coton, quand même, je pense que... Mais là, ça fait beaucoup. Il faut quand même qu'ils savent l'enjeu et que sur des matchs quand même de tout préliminaire, ils servent à des choses maintenant beaucoup plus concrètes. Voilà. En tout cas, nous leur souhaitons très bonne chance dans cette aventure africaine. On espère qu'ils vont mouiller le maillot et représenter valablement le Bénin sur la scène africaine. Chers téléspectateurs, ainsi nous fermons la toute première rubrique pour lancer la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe. De l'autre côté de l'Europe a lieu actuellement l'Euro 2024, de l'autre côté de l'Allemagne, et nous sommes à l'étape des huitièmes de finale. Plusieurs matchs ont été joués déjà et des matchs sont en cours déjà. L'Allemagne est le pays organisateur qui a eu raison du Danemark, 2-0 avec un but des réalisations signées Kai Havertz et le jeune prodige... J'oublie déjà son nom, Musiala, voilà, avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre très rapidement le résumé de ce match. Après cette belle victoire de l'Allemagne qui lui a valu la qualification en quart de finale, l'Espagne aussi jouait son huitième de finale face à la Géorgie. Le score final 4-1. Le résumé avec la réalisation. Georgia, Rodrigo Ditjave, Razek Dumania, Nico, Tani, Olmo, Che. Masterclass des Espagnols, 4-1 face à la Géorgie qui valide, l'Espagne qui valide voilà, son ticket pour les quarts de finale et jouera le pays organisateur le vendredi prochain. Ça sera Espagne et Allemagne-Espagne en shérif. Très rapidement sur cette prestation de cette jeune équipe espagnole. Oui, mais l'Espagne fait partie quand même des grandissimes favoris en termes de prestations depuis le début du tournoi. Face à la Géorgie, on ne s'attendait pas à un mystère. Hein. Après, c'est l'une des petites équipes du tournoi, mais quand même, il faut saluer la qualité, quand même la prestation de cette équipe espagnole qui, pour moi, a marché sur cette équipe de la Géorgie. On l'attend quand même récidiver face aux Allemands, qui est pays hôte, donc ça va être très très compliqué. Le Brésil, après une entrée en matière très mitigée lors de la première journée, un but partout. Le Brésil s'est relancé grâce à un doublé de Vinicius Junior et s'est imposé 4-1 face au Paraguay. Avec la réalisation, nous allons suivre ce match. Es el de Alderete de los Arrete, la mata con el pecho, ese remate y era el 3-1. 4-1 en faveur du Brésil qui se rassure dans cette Copa América. Chers téléspectateurs, nous passons à la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de Autres Sports. Dans Autre sport, nous allons nous intéresser au Guépard et nous commençons par Odile Aronwanou qui a remporté la médaille d'or de l'autre côté du Cameroun la semaine dernière. Ça fait sa troisième médaille en or, troisième médaille consécutive après celle remportée de l'autre côté du Nigeria en 2018 et de l'autre côté de l'île Maurice en 2023 et
cette médaille qui vient parler, voilà, confirmer les performances de l'athlète remporté de l'autre côté de Douala en 2024. Alors Roland, très rapidement, belle prestation et très bon parcours de Odile Aronwanou, mais qui ne lui garantit pas encore la participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, comme vous l'avez dit, c'est une bonne prestation, 3 fois d'affilée. Celle du Nigeria en 2018, l'île Maurice et le Cameroun tout récemment. Je pense que c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle n'a pas encore composté véritablement sa place pour les Jeux Olympiques Paris, qui est une compétition planétaire. Il va falloir qu'elle travaille énormément, qu'elle se donne à fond. Parce que nous voulons voir ces deux Amazones-là, je parle l'autre aussi, Noélie. Nous voulons voir ces deux Amazones-là aux Jeux Olympiques Paris 2024. Alors Roland, Chéri Motiwa, très rapidement, Noélie Yarigo, après sa médaille de bronze qu'elle a glanée il y a quelques mois aux Jeux de Sarles, Noélie Yarigo est qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024 à 38 ans. La Guépard va représenter le Bénin à ces Jeux Olympiques, là, probablement sa dernière participation à ces Jeux Olympiques. Alors, en la voyant à cet âge-là, quelles sont vos impressions? Quelles sont les impressions qui vous animent? Ouais, mais Noélie Yarigo, vieille, 38 ans, mais encore très ambitieuse. La bonne nouvelle, c'est de l'avoir encore qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. À son âge, avec ses ambitions, ne pas la voir aux Jeux Olympiques de Paris serait une véritable très mauvaise nouvelle pour l'Amazone. Je pense que c'est sur ces pistes-là, sur ces Jeux-là, dans ces Jeux Olympiques-là, qu'on attend la voir véritablement s'imposer pour glaner ne serait-ce qu'une médaille d'or, parce que la médaille d'or, c'est la meilleure des médailles, si elle peut quand même être au plus haut niveau de sa forme, l'Amazone, pour nous remporter une médaille. Ce serait un sacré coup quand même qu'elle aurait pu quand même frapper de l'autre côté de l'hexagone. On le souhaite tous, même si ça ne sera pas une tâche vraiment facile pour Noélie Yarigo. En tout cas, félicitations à elle et nous lui souhaitons bonne chance et bonne chance à Odile Aronwanou. Nous prions pour qu'elle puisse se qualifier et prendre part à ces Jeux Olympiques. Nous allons laisser tomber les guépards et nous intéresser à la moto GP au Grand Prix de Pays-Bas avec la victoire à l'arrivée de Francesco Bayala avec sa Ducati. Le résumé de cette course avec la réalisation. Il est rentré un petit peu large et il a perdu l'arrière-in. C'est une chute très violente. Il est retombé. Il a perdu des places, il est 14e. Ouais, il est moins bien parti. Martin qui attaque. Rapide. Oh, regardez derrière, Pedro Acosta. Le 2e position. Derrière Enea Bastianini. La 5e place revient à Vignales. Sûrement. Francesco Bayala qui signe la pole position avec sa Ducati qui a remporté ce Grand Prix de Pays-Bas. Autre sport mécanique, et là il s'agit de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Autriche avec Russell qui signe la pole position. Le résumé de cette course avec la réalisation. Le bon départ de Verstappen, le moins bon départ de Norris qui a failli être menacé. Et il est sur le vibreur et c'est lui qui va dans le bac à gravier, ça va permettre. Et il est allé à gauche, Norris ne peuvent pas se décaler. Voilà, c'est sur cette belle course remportée par Russell que nous clôturons cette émission. Chérif Motiwa, merci, ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Merci d'être resté des nôtres aujourd'hui. Merci aux téléspectateurs surtout. Merci à vous, Roland Médier. Je dis merci à tous ceux qui aiment Speed Sport. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à l'équipe de réalisation de Speed Sport. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec la même ambiance, les mêmes personnes et surtout avec plus d'énergie. D'ici là, portez-vous bien.